François Hollande a dévoilé ce jeudi ses 60 engagements dans un pays en pleine crise économique. La France, je vous le rappelle, a une dette publique de 1 700 milliards d'euros, un chômage qui est au plus haut, qui frôle les 10%. Alors le programme de François Hollande est-il crédible? Va-t-il permettre de relancer la compétitivité de la France, de relancer la croissance, de faire baisser le chômage? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Vous êtes le président du Cercle des économistes, auteur également de Droite contre gauche, et c'est aux éditions Fayard. Philippe Dessertine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut des hautes finances, auteur de La décompression des solutions après le krach, et c'est aux éditions Anne Carrière. Maurice Ulrich, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au quotidien français L'Humanité, et avec nous Henri Vernet, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, auteur également de Tous les coups sont permis, avec notre confrère du Nouvel Observateur Renaud Dely, et c'est aux éditions Kalman Lady. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite, si vous le voulez bien, écouter François Hollande, le candidat socialiste qui a articulé son projet autour de la justice, la clarté, la volonté de redresser la France et la lucidité. On l'écoute. Mon projet repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité. Sur la gravité de la situation, l'ampleur de la crise et l'état du pays. Alors, plusieurs réactions du côté de l'UMP, où on a contesté notamment le chiffrage de ce projet présidentiel. Je vous propose d'écouter la réaction de Guillaume Pelletier, le secrétaire national de l'UMP. Il y a d'un côté un catalogue de mesures du Parti socialiste totalement archaïque et qui ne prennent pas en compte les enjeux de notre temps et qui coûtent très cher, alors qu'on ne peut plus faire comme avant. Et de l'autre, la nécessité courageuse de dire la vérité aux Français. Philippe Dessertine a aujourd'hui des mesures chiffrées, 20 milliards de dépenses contre 29 milliards de recettes avec l'annulation des niches fiscales, pour faire court. François Hollande a beaucoup insisté aujourd'hui sur la lucidité. Est-ce que vous estimez que son projet est lucide ? Je crois que c'est important, le message qui a été donné par François Hollande, effectivement un message sur la gravité de la situation et sur le fait qu'en effet, les marges de manœuvre sont extrêmement réduites pour l'État français dans les 5 ans qui viennent. En revanche, aujourd'hui, lorsque l'on compare, mais on va dire que le ton de la campagne a été donné depuis un moment déjà. On a eu le programme de François Bayrou, comme avant d'ailleurs les plans de rigueur du Premier ministre François Fillon. Au fond, la France est véritablement en décalage avec ses voisins. Et je crois que malheureusement, on ne peut que constater que quand on regarde l'Angleterre, par exemple, c'était un programme de 95 milliards d'économies qui avait été présenté par David Cameron avec les travaillistes qui présentaient quelque chose d'assez comparable. Quand on regarde par exemple l'Espagne, il y a peu de temps, c'est un programme de 40 milliards d'économies pour une économie plus petite que la nôtre. Je crois que vraiment on sent le décalage entre les efforts que la France, on va dire, consent à envisager et le défi qui est devant nous en tant qu'Européens et en tant aussi évidemment que leader de l'Europe, ce qui est peut-être un autre problème. Donc ce projet n'est pas crédible? Je ne dis pas qu'il n'est pas crédible, je dis simplement, en étant d'un point de vue technique, à mon sens, c'est pas suffisant. On est très très loin du compte, très très loin du compte. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que ce projet est crédible? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Dessertine lorsqu'il dit « nous sommes loin du compte », surtout si l'on compare avec nos voisins européens? Non, je ne suis pas d'accord avec Philippe Dessertine, ce qui rend le débat plus intéressant. D'abord, sur les chiffres, je vois ce jeune homme qui dit que les chiffres sont fantasmagoriques. Je sors d'un débat où l'Institut de l'entreprise a fait le chiffrage. Ils ont le même chiffrage. Donc, après, on peut dire que l'argent est plus ou moins bien dépensé, etc. Mais oui, donc si on peut essayer de rendre les choses très, non seulement lucides, puisqu'on demande de la lucidité, que nous autres économistes, on soit, et ce qui est évidemment le cas de Philippe, mais qu'on soit rigoureux dans la critique. Je comprends très bien la critique de Philippe, je ne la partage pas, mais elle est faite professionnellement. Quand je vois cette idée sur des chiffrages ou des chiffres qui paraissent discutés, et que j'entends que l'Institut de l'entreprise, comme d'ailleurs après tout le monde, a au fond des chiffres analogues, je me dis qu'on fait un progrès dans la qualité de la discussion. Maintenant, sur le fond, moi je pense que c'est un problème qui est extrêmement compliqué, puisqu'il faut à la fois que vous arriviez à effectivement réduire les déficits publics. Dans le programme de François Hollande, en réalité... Suffisamment fort? Non mais attendez, moi je ne sais pas ce que veut dire le mot frapper, tout ça c'est un discours qui me... Oui, mais c'est un langage, je préfère prendre les choses de manière plus soigneuse. Je trouve que sur les 3-4 ans, se dire qu'on revient à l'équilibre, ça me va. D'ailleurs, si c'était présenté
par le concurrent, ça m'irait aussi. Donc, deuxième aspect, est-ce que dans l'équilibre entre l'augmentation des impôts que tous les pays vont avoir et la réduction des déficits, quelle est la bonne, et la réduction des dépenses, quelle est la bonne mesure? Je ne suis pas sûr, Philippe, que l'exemple britannique soit si bon que ça à suivre. Philippe, on va regarder les chiffres britanniques. Je leur souhaite, j'aime beaucoup les Britanniques, je leur souhaite de ne pas avoir une récession très forte. Donc il faut être prudent dans ces affaires-là. Maintenant, dans l'équilibrage entre les deux, une fois de plus, augmentation des impôts, réduction des dépenses, je pense que, au fond, c'est une mission normale. Moi, je trouve que c'est, dans une première version, plutôt pas mal. Mais je comprends très bien les discussions sur l'importance. Son projet, il table sur des hypothèses, je vais vous donner la parole, Maurice Ulrich, sur des hypothèses de croissance qui sont de 0,5% pour 2012, de 1,7% pour 2015. Et si on n'arrive pas à ce taux de croissance... Mais si vous voulez, je suis, malheureusement pour moi, un économiste à peu près sérieux. Donc, tout programme va partir de la prévision de 2012, qui est à peu près facile à faire. 2013, c'est très compliqué. Et évidemment, si vous faites un programme, que vous soyez UMP, PS ou ce que vous voulez, ou Mélenchon, vous vous dites que vous allez améliorer les choses. Donc, évidemment que vous imaginez que vous allez avoir une croissance un peu plus forte. Tout ça est dans une logique normale. Ce programme... On peut après critiquer ce qui n'est pas suffisamment de l'offre, pas suffisamment de la demande, etc. Mais il est dans son cadrage fait par des professionnels, donc il est raisonnable. Maurice Ulrich, oui. Crédible ce programme, raisonnable? Alors, la question c'est, est-ce que ce programme est crédible pour faire face à la crise? Donc moi, première partie, est-ce qu'il est crédible? Moi j'aurais tendance à dire oui. Un peu comme ce qui vient d'être dit. Pourquoi crédible? Parce que, après tout, les socialistes savent aussi bien compter que le petit jeune homme de la droite qui parle de mesures archaïques, etc., qui dit ça n'importe quoi, c'est de la pure idéologie. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'ils savent compter. Maintenant, pour faire face à la crise, c'est une autre affaire. Et je pense que ce n'est pas suffisant pour faire face à la crise, mais je ne pense pas du tout que ce soit dans le sens où l'entend Philippe de Sertine, mais je crois que c'est plutôt à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on se trouve devant ce paradoxe que plus on fait des politiques serrées, de rigueur ou d'austérité comme on veut, et moins on a de croissance. Mais d'un autre côté, le FMI, comme les agences de notation, du reste, disent « bah oui, mais y a de l'austérité, mais il n'y a pas assez de croissance, donc on vous dégrade ». Donc la question, c'est comment retrouver réellement de la croissance et avec des mesures fortes. Par exemple, je remarque que dans les propositions de François Hollande, on ne parle pas du SMIC. Pas d'augmentation du SMIC. Pas de revalorisation du SMIC. On ne parle pas de la précarité au travail. Or, qu'on le veuille ou non, à mon avis, les bas salaires, la précarité sont des facteurs de décroissance, ou tout au moins des freins à la croissance. Il faut une politique de salaire, il faut une politique de relance de la consommation, pas seulement dans le sens keynésien, on va dire, mais il faut aussi une politique d'emploi réel et non pas d'emploi... Pour ça, il faut peut-être de l'argent, et aujourd'hui, on est peut-être obligé justement de faire des économies. Alors justement, Henri Vernet, mais il faut le trouver, oui, on va en parler, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, là, en l'occurrence. Henri Vernet, Philippe Dessertine dit on ne frappe pas assez fort. Mais non, mais on ne frappe pas assez fort. Et moi aussi, je trouve que la comparaison avec l'Angleterre là, est un petit peu... elle est prématurée parce que Cameron, quand il annonce un plan qui en effet... il a son triple A, mais Cameron, quand il fait ça, il n'est pas en campagne. Il est déjà Premier ministre. Il est déjà à Downing Street. Il avait annoncé. Non, il avait annoncé. Mais une fois bien sûr, mais une fois qu'il le réalise et qu'il y a vraiment cet électrochoc, c'est quand même après l'élection. Là, le problème de François Hollande, son premier programme, c'est de se faire élire en mai. Donc, je trouve que dans ce contexte-là, la difficulté aujourd'hui pour un homme politique, pour un candidat, c'est d'être à la fois suffisamment crédible en effet pour ne pas tomber dans la critique du « attention, il y en a assez des promesses », parce qu'aujourd'hui, ce dont pâtit Nicolas Sarkozy, c'est ça. C'est le décalage entre les promesses de 2007, le gagner plus pour travailler plus pour gagner plus. On voit qu'en termes de pouvoir d'achat, ça n'a pas marché. La France des propriétaires, etc., etc. La situation économique, c'est en effet dégradée. Et donc, il pâtit de différence entre les bilans et les promesses. Et puis, en effet, toutes ces contraintes économiques, vous avez parfaitement raison de le rappeler, qui existent et qui sont là. Donc, il ne faut pas non plus promettre n'importe quoi. D'où un exercice délicat pour François Hollande, je trouve, moi, dont il se tire plutôt bien, parce que malgré tout, dans ce programme, il y a quand même des mesures porteuses. C'est vrai qu'il n'y a rien sur le SMIC. Nous, on a dévoilé ce matin dans le Parisien, en avant-première, on a dévoilé le programme, on a remarqué ça, que sur le pouvoir d'achat, voilà, sur le pouvoir d'achat, merci, très bien, si tout le monde l'a acheté, c'est encore mieux.
et qu'il y avait quelques manques sur le pouvoir d'achat, c'est vrai, et des gestes sur les salaires, sur les bas salaires et le SMIC, qui était un des flambeaux de Ségolène Royal en 2007. Il manque ça. Mais sinon, sur le reste, il y a plutôt un équilibre dans ce programme. Certes, il n'y a pas une potion, mais enfin une potion à l'anglaise. Je crois que pour l'instant en France, on n'a jamais vu ça appliqué ni par la droite ni par la gauche. Une fois qu'on dit à l'anglaise, à l'italienne, les Italiens viennent de rajouter un plan de rigueur de 22 milliards à 54 milliards. Pas de manière démocratique. C'est pas suite à une élection. Enfin, si, quand même. Enfin, je ne sais pas si on peut pas dire qu'ils sont démocratiques, quand même. Mais l'Espagne, pareil. J'ai beaucoup de respect pour Mario Monti, qui est un type absolument formidable. Mais c'est un homme plutôt à droite. François Hollande est plutôt un homme de gauche. C'est normal qu'il n'ait pas la même vision. Alors, Barack Obama, il est pas de droite. Alors, Barack Obama, il est de droite. Barack Obama, c'est exactement Hollande là, en ce moment. Je vais taxer les riches. Il est sur une base de 3. Il est sur une base de réduction de la dette publique américaine de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. Tu as vu un cent américain pour le moment en réduction de déficit. Alors, on est d'accord que non, mais d'accord, non, mais on est quand même là. Là, on vient de dire sur taxer les riches. Attendez, on s'entend plus. Philippe Dessertine. Non, donc je crois vraiment, et si on veut vraiment prendre d'autres exemples, on pourrait prendre celui de Schröder. À ce moment-là, Schröder, effectivement, en 1999, est un plan à l'époque de 150 milliards de marks, ce qui correspondrait à peu près à 80 milliards d'euros aujourd'hui, sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on est sur des réductions vraiment drastiques du déficit. Dire que cela ne suffit pas, je suis entièrement d'accord. Il est évident qu'on ne fait pas une politique de long terme avec simplement de la réduction du déficit. Mais aujourd'hui, la France est devant ce défi. Et ce défi, notamment, il passe par une réflexion sur sa dépense publique, ce qui est absolument tabou dans tous les camps. Et je le répète bien, le discours de François Fillon au mois d'août doit être évidemment dans tous les esprits quand il présente la situation comme une situation dramatique, absolument dramatique, et qu'il conclut en disant nous allons augmenter la taxe sur les sodas et la taxe sur les parcs à thème. Les Français évidemment ne comprennent pas. Mais là, nous sommes toujours, à mon sens, dans le même type de dérive, c'est-à-dire dans le fait de ne pas mécontenter l'électeur, de ne pas lui dire la question de la lucidité est là peut-être essentielle. J'entends bien ce que vous dites, mais vous dites la dépense publique. Bon, ok. Mais les recettes, qu'est-ce qu'il en est des recettes ? Bon, les recettes, par exemple, on présente comme quelque chose qui va mettre le feu, faire exploser les classes moyennes, le taux d'imposition à 45%. Bon. Alors justement, on va voir ce nouveau taux d'imposition. Est-ce qu'on se souvient ce qui veut dire 300 000 euros, voilà. Oui, bien sûr, pour les hauts revenus, bien sûr. Est-ce qu'on se souvient que cette part la plus haute en 81 était à 62%? À l'époque de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, elle était encore à 51%. Et maintenant, elle est à 41%. Donc 45%, c'est modeste. On peut taxer beaucoup plus. Et je rappelle qu'on parlait des États-Unis tout à l'heure, mais l'impôt Roosevelt au moment du New Deal, c'était 90% pour les plus riches. Alors, je voudrais qu'on écoute sur la fiscalité, justement. Je vais vous donner la parole, Jean-Hervé Lorenzi, mais sur la fiscalité, je voudrais qu'on écoute François Hollande sur la fiscalité, la réforme de la fiscalité qui est au cœur de ce projet. Elle concerne donc les particuliers, on vient d'en parler à l'instant, mais également les entreprises. On écoute le candidat socialiste et on en reparle. Notre système fiscal sera adapté à la situation des entreprises qui sont exposées à la compétition. D'abord, en créant une nouvelle fiscalité d'entreprise autour de 3 taux. L'impôt sur les sociétés aura un taux de 35% pour les grandes entreprises, de 30% pour les entreprises de taille intermédiaire et de 15% pour les petites et moyennes entreprises. De façon, là encore, à encourager le développement, la création, l'initiative. Taxer de 35% les grandes entreprises, c'est une bonne mesure. C'est pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, c'est pas un changement massif. Donc, en réalité, c'est plus intéressant de parler d'une taxe faible pour les entreprises, les petites entreprises. Je reviens un instant. Tout ça, et Philippe Dessertine va être d'accord avec moi. Il faut qu'on réduise nos déficits publics de 100 milliards. Sur les 1100 milliards. Ce chiffre-là, vous savez, les chiffres, sauf le petit jeune homme, là, les chiffres, je ne sais pas qui c'est, mais peu importe. En sondage auprès de Nicolas Sarkozy, qui monte à l'Élysée. Voilà, mais peut-être. Mais en tout cas, il faut être sérieux. On est tous d'accord sur les mêmes chiffres. Là-dessus, le vrai sujet, c'est 100 milliards, il faut le réduire sur 3-4 ans, et tout le monde le souhaite. Et je pense que c'est le fait de canaliser ou donner des chiffres permet de dédramatiser les situations, même si c'est très important.
Ce que Philippe dit, c'est au fond ces 100 milliards de réduction nécessaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne les vois pas venir. Moi, je pense que le jugement est un peu rapide, parce que quand on regarde bien les chiffres, c'est pas l'augmentation des impôts et la croissance qui permettent de réduire les 100 milliards. Or, ils les réduisent, les 100 milliards. Il faut bien y arriver. Donc, il y a bien, de manière pas explicite, une réduction des dépenses publiques. Elle est peut-être dans le partage, augmentation des impôts, réduction de la dépense publique, au fond peut-être une différence qui est la séparation entre la gauche et la droite. Mais sur ce chiffre-là de 100 milliards, ça permettrait déjà de simplifier la discussion si on admettait tous qu'on est bien d'accord sur un chiffre qui n'a rien de révolutionnaire et qui permet de bien cadrer les efforts. Après, il y a une politique plutôt à gauche. C'est les moyens justement pour réduire ce déficit. Alors justement, est-ce que la fiscalité est le moyen ? Oui, enfin, vous voyez, la question fiscale, de toute façon, elle est au cœur du problème politique de tous les pays occidentaux dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. C'est évident. On l'a répété, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs ici même, en disant, et dans la situation des finances publiques de l'Occident, il est évident qu'on aura une pression fiscale. On ne peut pas faire autrement. Donc là, c'est quelque chose, on va dire, qu'on ne peut pas effectivement éviter. Ça, c'est une bonne chose, Philippe Dessertine, cette réforme de la fiscalité qu'il propose, c'est une bonne chose, c'est juste finalement de créer une nouvelle... Tout à l'heure, vous voyez, je crois qu'on n'est pas dans la question juste ou pas juste, on est dans la question d'une situation d'urgence où on doit utiliser tous les leviers. Tous les leviers pour sortir. Donc François Hollande a raison d'utiliser ce levier-là. Donc Nicolas Sarkozy avait tort, justement, sur le bouclier fiscal. Je crois que d'ailleurs, il est revenu en arrière. Voilà. Il est revenu en arrière. Si le bouclier fiscal pouvait avoir peut-être un sens d'un point de vue politique de son point de vue en 2007, il ne l'avait plus au moment de la crise, ça fait aucun doute. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation où forcément le levier fiscal va devoir être utilisé d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, effectivement, qu'on évoquait à l'instant, c'est en disant les 100 milliards que l'on doit trouver, je crois qu'il faut vraiment faire passer dans l'idée des Français, et ça c'est un débat effectivement qui doit y avoir dans la société française, de dire qu'est-ce qu'on va sacrifier. Il y a des choses qu'il va falloir sacrifier. Comme le problème, par exemple c'est comme par exemple la question des retraites. La question des retraites, est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire aujourd'hui... Est-ce que François Hollande, est-ce que ça tient la route de dire on revient à la retraite ? Il est en train de dire il peut y avoir un retour à 60 ans pour un certain nombre de personnes qui, on le conçoit, sera extrêmement limité. Mais le message est très gênant parce que ça veut dire effectivement qu'on est en train de réfléchir là à la possibilité, au fond, de s'exonérer d'un effort que font tous les autres pays d'Europe. En Allemagne, c'est 67 ans. Maurice Ulrich, je vais vous donner la parole. On va revenir sur cette réforme des retraites. François Hollande qui veut revenir à 60 ans, enfin pour les gens en tout cas qui ont leur, je crois que c'est 41 ans, c'est ça, de cotisation. On en reparle dans la deuxième partie du débat tout de suite.